Un plaisir de vous retrouver au réveil et en direct ce lundi sur Canal 3 Bénin. Salut, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Merci de prendre ce rendez-vous de la matinale sur Canal 3. C'est donc Actu Matin. Nous irons où ça va mal. Au sommaire, ce phénomène qui continue de résister à toute forme de thérapie, réflexion menée, solution apparemment trouvée, action engagée, responsable sous les verrous. Mais à l'arrivée, la pratique a véritablement la peau dure. Elle ne répond à aucun remède. Ce matin, il sera essentiellement question de la corruption, de la malgouvernance. Conséquence, les dernières décisions du gouvernement qui mettent fin à l'existence de certaines structures improductives mais budgétivores. Le CNCB, l'Infosec, l'Agence Bénin Presse ou encore le Conseil national du dialogue social sont tout simplement dissous. Analyse du choix du gouvernement qui toujours à la recherche de solutions pour une meilleure gouvernance des entreprises publiques, crée à la présidence de la République la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Oui, un nouvel instrument pour quelle efficacité quand on se dit que toutes les autres ont montré leurs limites. En tout cas, ce matin, on fera le débat avec les débatteurs de Canal 3, Wakhabali Para, Hermana Nyamboussou ou encore Akime Seydou Ousseli. Et notre invité, il est sociologue, politiste, analyste des faits d'actualité, Dr Patrick Henou. Prenez le rendez-vous, ce sera au forum de discussion juste après les sports ce matin où l'actualité, on continue de parler de la CAN avec les huitièmes de finale qui ont débuté hier. Vous aurez les précisions avec Akime Seydou en plateau. Nous sommes lundi, la page écho avec Clément Achadé. Ce sera juste après le mini-journal de William Cliquant. Un autre rendez-vous à prendre puisque nous sommes lundi. Ce sera le pour ou contre de Naguib Alagbé qui a posé un certain nombre de questions aux citoyens béninois, notamment sur la communauté des biens. Vous aurez le 7 jours au Bénin à nous préparer par Idriss Souboukari. Ainsi se résume le programme matinal de ce lundi. Installez-vous avec la météo. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. La libération de tout instant. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ dès votre réabonnement, à partir d'Access.
Dans la suite, eh bien, vous aurez votre mini-journal. Donc, voici les titres. 56 000 serviettes hygiéniques de fabrication locale et les carnets de suivi des menstrues sont destinés à 14 000 adolescentes de 51 collèges de la zone sanitaire Zogodomain, Boycon, Zakota. La cérémonie de remise des lots est suivie du lancement officiel du projet UP Shift pour l'amélioration de la santé, du bien-être et de l'autonomisation des élèves. Et puis, un module de classe bientôt rénové au CEG de Niekene-Bansou et des matériels médicaux pour le centre de santé de la zone de ce village de Kwandé. C'est la récompense obtenue de leur victoire à la deuxième édition du projet Village de la société Ingir Énergie Access Bénin. On fera le point dans moins de 10 minutes et ce sera juste après la une des journaux. Les toutes premières informations à la une des parutions du jour et nous irons là où ça va mal avec le quotidien Fraternité Wakabali Para. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Vous l'avez annoncé, il y a de ces structures et ces maisons qui se portent pas très bien. Elles sont tout simplement budgétivores. On nous apporte les parutions de ce matin. En Conseil des ministres, donc des décisions ont été prises à l'issue, à l'effet de les dissoudre. On va donc commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre aujourd'hui dissolution des structures budgétivores et mal gérées. CNCB Infosec, les racines du mal, constate le journal. Et puis le rapport des députés, c'est le Fraternité toujours qui précise que le rapport des députés n'indexe pas l'ancienne directrice générale Alimatou Badarou dans la mauvaise gestion du CNCB. Deuxième édition du village solaire, Engie Énergie Access Bénin distingue Niekene-Bansou. On va suivre tout cela en son et en image tout à l'heure dans le bulletin de William Click. Renforcement et réhabilitation du réseau électrique dans le nord Bénin, les ménages, les PME et les industriels soulagés. À la une du quotidien de service public, la nation, défense et sécurité, l'engagement au service du pays salué. L'engagement donc et la détermination des éléments des forces de défense et de sécurité constituent un mérite que leur a reconnu le président de la République, Patrice Talon, à l'occasion de la présentation de vœux à la nouvelle année politique, économie et sociale, une gouvernance inclusive selon le corps diplomatique. À la une de l'autre vision, vers une union retrouvée au sein de l'opposition, les fermes assurances de Paul Humpé, secrétaire exécutif du parti Foscoré pour un Bénin émergent. Quotidien L'Investigateur à présent. Assemblée nationale, l'honorable Agoncan explique le bien fondé de la loi sur l'hygiène menstruelle. Et puis Bénin, l'Église catholique toujours opposée au vote de la loi sur l'avortement. Nord-Sud quotidien à présent, paix au Bénin, les Foscorés pour un Bénin émergent réitèrent leur attachement à la paix. Donc, et puis caisse des dépôts et consignations du Bénin, 2 ans d'exploit dans le système financier national. Quotidien La Cloche veut des forces de défense et de sécurité au chef de l'État, Patrice Talon exhorte les FDS, les forces de défense et de sécurité, à une synergie d'action pour défendre la patrie. Et puis activité politique, un week-end laborieux pour la Foscoré pour un Bénin émergent de Paul Humpé. Les 4 vérités cette fois-ci. Vote de la loi numéro 2022-04 portant hygiène publique en République du Bénin. Les clarifications de l'honorable Gildas Agoncan, l'un des initiateurs de la loi. Et puis présentation de vœux aux députés du bloc républicain à Tobiclin. David Bangba annonce les prouesses du parti bloc républicain dans le département du Koufou. Le meilleur, quotidien Le Meilleur, cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, félicite le président Patrice Talon pour avoir mis le Bénin sur les rails du développement. Lutte contre la corruption, CPD, une énième cellule créée pour contenir le fléau qui a la peau dure, constate Le Meilleur.
Le matinal à présent, présentation de vœux des institutions et corps constitués au chef de l'État sous le signe d'une lutte coordonnée contre le terrorisme. Les succès du Bénin en 2021 salués par les différentes institutions. Le dialogue principal arme de résolution des conflits en 2022. Et puis montée des demandes et gestion des non-enrôlés par la NIP. Un recensement complémentaire au RAVIP dès février prochain. Le Soleil Bénin Info qui rapporte les propos du chef de l'État lors de la cérémonie de présentation de vœux au corps constitué. Nous œuvrons à la restauration de l'autorité de l'État. Quotidien L'Observateur. Actualité politique, c'est le système partisan qui nous a sauvés du désastre politique, cite le député Patrice Novimin à Baudranfort. Le journal qui rapporte donc le commentaire du député à l'Assemblée nationale, lequel député constate que le gouvernement, la gouvernance des présidents de la République depuis plusieurs années, avec donc le système présidentiel, le Bénin a échappé à de nombreux désastres, précise donc le député Patrice Novimin à Baudranfort. Matin libre à présent, gestion hasardeuse du CNCB, Alimatou Badarou avait alerté, précise Matin libre. Quotidien L'Informateur, polémique autour de l'application du Code général des impôts. Le gouvernement va étudier la situation. Le directeur général des impôts explique, convainc et dément certaines rumeurs. Après le remembrement de ces instances en décembre dernier, le parti Force Corée pour un Bénin émergent tient 2 importantes réunions statutaires. Le chasseur info, pour finir, Christian Adandedjan, extension du programme national d'alimentation scolaire intégrée. Talon félicite l'égalité de chance et maintien des enfants à l'école. Et puis première soirée de déontologie de 2022 avec l'expert comptable Christian Migan, la BEX ressources les comptables sur les attitudes professionnelles pour éviter la prison. Voilà, Christian, tout rapide, des parutions ce matin avec Fraternité qui revient donc sur différentes décisions prises en Conseil des ministres à l'effet donc de dissoudre certaines structures qualifiées de budgétivores et mal gérées. On cite pêle-mêle comme ça l'Infosec, le CNCB, qui sont, dit le journal, les racines du mal. Justement, le Conseil national du dialogue social ou encore cette structure, l'agence Bénin Presse, qui sont définitivement supprimées de la carte. Salaire mirobolant, état financier compromettant, impôts payés, créances douteuses. On parle de complaisance, de laxisme sur tous les bords. Et pour finir, très peu ou presque pas d'impact positif pour le trésor public, écrit ce matin Angelo Dossou. La légèreté qui a donc caractérisé la gestion de ces entreprises et de ces structures d'État a donc eu raison de ces sociétés qui sont tout simplement dissoutes par le gouvernement. Ces sociétés sont jugées désormais inutiles dans la création de richesses en République du Bénin. Et dans la suite de son analyse, le quotidien Fraternité fait des précisions donc sur ces irrégularités relevées dans la gestion du CNCB. Précise que cette dame aura passé un court séjour à la tête du Conseil national des chargeurs du Bénin, mais après le passage de la mission d'enquête parlementaire dans la structure qu'elle avait dirigée de novembre 2019 à mars 2020, l'ancienne directrice générale Alimatou Badarou peut aujourd'hui se frotter les mains. Elle n'est pas éclaboussée par le rapport des députés. C'est tout à son honneur. En tout cas, on va y revenir au forum de discussion. C'est le principal sujet à aborder ce matin avec les débatteurs. Restez avec nous. Actu Matin se poursuit tout de suite. Le Midi Journal. LBM
Notre passion vous transporte. Des kits de gestion de l'hygiène des menstrues ont été officiellement remis à des adolescentes de la zone sanitaire Zogbodomé, Boyikon Zakbota. La cérémonie est couplée avec le lancement du projet Upshift. Les deux initiatives visent à améliorer la santé, le bien-être et l'autonomisation des jeunes filles. Le don est composé de 56 000 serviettes hygiéniques de fabrication locale et les carnets de suivi des menstrues destinés à 14 000 adolescentes de 51 collèges. On fait le point avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouno. Les initiatives visent à améliorer la santé, le bien-être ainsi que l'autonomisation des adolescents et adolescentes soutenues par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Elles viennent renforcer les efforts déployés par le gouvernement à travers d'autres projets. Upshift est basé sur la conception de solutions innovantes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive au profit des adolescents de la zone sanitaire Zogodome Boyikon Zakbota. Son lancement est couplé avec la remise officielle de kits de gestion de l'hygiène menstruelle. Nous sommes donc heureux aujourd'hui d'apporter un appui additionnel à la zone sanitaire de Zoboza à travers un don de 56 000 serviettes hygiéniques de fabrication locale, fruit de notre collaboration avec la Fondation Claudine Talon, et 56 000 carnets de suivi des menstrues. Ce don d'un montant d'environ 50 millions de francs CFA permettra à 14 000 adolescentes de 51 collèges du Zou de bénéficier d'un kit de 4 serviettes hygiéniques réutilisables et d'un carnet de suivi des menstrues chaque. Les adolescents et jeunes constituent une frange importante de la population de notre pays. La recherche de solutions aux besoins en santé pour cette importante couche requiert une approche multisectorielle. C'est ce qui justifie la formulation des projets santé et bien-être des adolescents et Upshift. Il est également mis en place le laboratoire GHM. C'est un espace de dialogue mobile qui sera installé dans la cour de la mairie de Boyikon 2 fois par an pendant 2 jours. Il va permettre aux agents de santé et autres personnes ressources d'apporter des conseils aux adolescents autour des menstrues. L'UNICEF œuvre depuis des années aux côtés du MESTSP dans le domaine de la promotion de la scolarisation et de la protection des enfants, de la promotion d'une éducation de qualité, gage d'un développement harmonieux de notre pays, le Bénin. Il est nécessaire pour nous, tous acteurs de la protection des enfants, des filles, que nous consolidions davantage nos actions pour des interventions pertinentes allant dans le sens de la satisfaction des bénéficiaires et dans le sens de la vision du chef de l'État. Chères adolescentes et jeunes, connaître son corps est un moyen excellent pour planifier son avenir. Je vous demande d'entretenir ces outils de votre bien-être et surtout de combiner tout ceci avec les conseils et les orientations qui vous seront donnés. En plus d'inviter les bénéficiaires à faire un bon usage des matériels reçus et à profiter des opportunités offertes, les autorités et autres personnalités présentes ont aussi lancé un appel. Parents, autorités locales, religieuses et traditionnelles sont exhortés à instaurer le dialogue avec les adolescents et adolescentes afin de leur permettre de se confier librement. En cas de méconnaissance, tous sont priés de se rapprocher des centres de promotion sociale et des centres de santé qui disposent des meilleurs outils pour les accompagner. On passe à présent au quotidien des éleveurs de volailles et de petits ruminants dans la commune de Basila. Un quotidien qui va désormais s'améliorer. Bonjour à vous, William Cligand. Bonjour à vous aussi, Christian. Leur quotidien change bien sûr parce qu'ils ont été dotés d'équipements composés d'abreuvoirs, de mangeoires et de couveuses solaires automatiques. Ce geste de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la filière avicole et de petits ruminants au Bénin et précisément dans la commune de Basila. La cérémonie officielle de remise de matériel s'est déroulée en début de week-end dernier à la Sanarouna, Abdou Sahabi Idrissou. Voici le geste qui consacre la remise d'équipements aux éleveurs des plateformes de volailles et petits ruminants de Basila. Un geste de l'Union européenne à travers le programme d'appui au développement territorial qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la filière avicole et petits ruminants dans la commune de Basila. Au niveau du sous-secteur de la volaille, nous avons 40 couveuses solaires automatiques
1040 abreuvoirs, 1040 mangeoires pour volailles. Au niveau du sous-secteur des petits ruminants, nous avons 1040 abreuvoirs et 1040 mangeoires. Ce lot d'équipement vient à point nommé résoudre un tant soit peu les déficits de matériel qui entravent le réel décollage des sous-secteurs volailles et petits ruminants dans cette commune. Dans la dynamique de donner une visibilité à l'élevage, d'autres actions sont déjà menées sur le terrain. Les renforcements de capacité, il y a eu tout au moins 4 séries de renforcement de capacité pour les éleveurs, pour pouvoir améliorer la manière de faire le processus d'élevage au niveau de la volaille et des petits ruminants au niveau de la commune de Basila. À part les renforcements de capacité sur l'itinéraire technique, il y a eu les renforcements de capacité en matière managériale. Après les renforcements de capacité, on peut dire que nous avons les infrastructures spécifiques. Il y a les unités de transformation de volailles qui sont érigées au niveau de 4 localités. Après avoir pris l'engagement de faire un bon usage du matériel mis à leur disposition, les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, formulent quelques doléances. Nous nourrissons l'ambition de faire citer notre commune parmi les grandes productrices de volailles et de petits ruminants au Bénin. À cet effet, nous ne cesserons de solliciter davantage votre appui pour la construction d'enclos appropriés et équipés, l'amélioration de nos races locales de ruminants et le renforcement de nos capacités afin de réduire considérablement le taux de mortalité des jeunes sujets dans nos cheptels. D'un coût global de 131 millions de francs CFA, ce projet démarré en novembre 2019 a impacté 45 villages dans sa zone d'intervention. Et dans un autre volet de l'actualité, une saisie de stupéfiants est à mettre à l'actif de la douane béninoise. L'opération a eu lieu en fin de semaine écoulée à la frontière Bénin-Togo dans la localité de Ronsaroué, c'est dans la commune d'Aplaroué. Les produits psychotropes saisis ont été découverts dans un camion à double cabine d'immatriculation étrangère. Il s'agit au total de 3458 boules, soit 1972 kg de stupéfiants dont la nature reste à déterminer. Plus de précisions avec le préfet du Koufo. Il est au micro, Canal 3 Bénin de Florent Dehou et Geoffroy Vincent. Vous savez que le 5 janvier 2022, les éléments de la police républicaine avaient fait une prise. C'était 1980 boules de produits psychotropes. Tout avait été convoyé à Cotonou pour les analyses et la suite à donner au dossier. Et le procureur était sur le terrain. Aujourd'hui, la douane a fait une nouvelle prise. Ça fait 3458 boules de produits psychotropes. Le 5 janvier 2022, c'était un double fond. Un camion apparemment vide, mais avec un double fond, contenant 1980 boules de produits. Aujourd'hui, ils ont changé de stratégie pour aller vers la création d'un compartiment entre le grand vide qui est derrière et la cabine du chauffeur. C'est dans ce compartiment qu'ils ont foutu les 3458 de boules. Moi, je voudrais saisir l'occasion pour saluer le professionnalisme de nos éléments de la douane et nos éléments de la police républicaine. Ils font un travail merveilleux. Et je voudrais aussi remercier le gouvernement qui a su leur donner une bonne formation. C'est des professionnels. Ils savent détecter les choses là où elles sont. Et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour demander à nos parents, nos populations,
d'être toujours prête. Je dis bien population, d'être toujours prête à fournir les renseignements qu'il faut à la douane, les renseignements qu'il faut à la police républicaine. Et nous tous allons trouver la paix. Ces 2 camions, le premier, le 5 janvier 2022, provenait du Ghana, avec une immatriculation ghanéenne. Celui d'aujourd'hui provient toujours du Ghana. Et cette fois-ci, avec une immatriculation nigériane. Ces camions traversaient le Ghana, tout le Ghana, traversaient le Togo. Et c'est au Bénin qu'on a pu les intercepter. Bravo à la police, bravo à la douane. Et voilà, c'était à l'instant ces images à nous ramener par Geoffroy Mensan. La suite de votre matinale sur Actu Matin, l'ensemble des acteurs de la justice béninoise a rendu un grand hommage au magistrat Henri Amoussou Bakpa, décédé le 11 janvier à son domicile à Cotonou. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le président de la Cour constitutionnelle et le garde des Sceaux. C'était ce vendredi au siège annexe de la Cour suprême à Cotonou, Ali Moumouni et Moufid Saboura. Il sonnait 17h ce vendredi 21 janvier 2022 quand la dépouille du magistrat Henri Amoussou Bakpa est arrivée au siège de l'annexe de la Cour suprême à Cotonou. Ici, l'attendaient les hautes personnalités de l'organisation judiciaire du Bénin pour lui rendre un dernier hommage. Un hommage mérité pour le service rendu à la nation avec abnégation, mieux pour avoir marqué la plupart présents ici, qui le citent comme l'exemple à suivre. La jeune génération qui l'aura observé au soir de sa carrière et de sa vie tout court retient cependant de ce dernier l'image d'un magistrat laborieux, homme de conviction, empreint d'une humilité à nul autre pareil, d'une discrétion exceptionnelle. Tout en lui était modération. Président du tribunal de première instance de Parakou et président de la chambre judiciaire de la Cour suprême sont entre autres postes de responsabilité qu'il avait occupés. Pour une vie entièrement dédiée à la justice béninoise, des témoignages bien détaillés et émotifs sur son parcours sont présentés. L'amicale des magistrats retraités du Bénin, l'Union nationale des magistrats du Bénin, le bâtonnier de l'ordre des avocats et l'ancien médiateur de la République se sont succédés dans l'exercice. Il a énormément souffert au début de sa carrière. Je voulais insister là-dessus. Il a énormément souffert et malgré la souffrance, le travail pour lui, comme l'a dit le bâtonnier tout à l'heure, est une religion. C'est un sacerdoce. Il était retraité, mais il lui a été confié le soin de coordonner le service juridique de la Cour constitutionnelle. Et je me suis rendu compte que tous les jours à 7 h du matin, le président de la Cour suprême l'a rappelé tout à l'heure, il était déjà au bureau. Et parfois, il quittait le bureau après tout le monde. À la suite des témoignages, les différentes personnalités sont passées devant sa dépouille pour un dernier hommage. Décédé à l'âge de 82 ans, le magistrat Henri Amoussou Bakpa sera inhumé ce samedi 22 janvier 2022 à Grand Popo. Et on va finir avec cette dernière information en titre. Deuxième édition du projet Village solaire de la société Angir Énergie Access Bénin. C'est le village de Nikebansou. Désolé si j'écoche. Dans la commune de Kouandé, département de la Takora, qui remporte l'édition. Le collège d'enseignement général de la localité bénéficie à cet effet de la réhabilitation d'un module de classe. Les organisateurs dotent également le centre de santé de la zone de matériels médicaux en vue d'une bonne prise en charge des patients. Teddy Goudalo pour les précisions. C'est le village de Nikebansou, dans la commune de Kouandé, qui sort gagnant de la compétition qui a mis aux prises 4 régions commerciales de la filiale NG Energy Access Bénin.
Il bénéficie à cet effet de la réhabilitation d'un module de classe avec des mobiliers scolaires. À cela s'ajoute un don de matériels médicaux au profit du centre de santé de Niekere-Bansou. C'est une compétition entre des villages ou regroupements de petits villages en vue de déterminer sur une période définie ceux qui enregistreront le plus de nouveaux clients avec des taux de repaiement meilleurs par rapport aux autres. La réhabilitation de cette salle de classe est venue à point nommé où la pandémie du Covid-19 bat son plein. L'utilisation de ce joyau nous permettra de bien suivre les cours tout en respectant les gestes barrières. Au nom du directeur départemental de l'enseignement secondaire et de la formation technique de la Takora, nous vous remercions très sincèrement pour cet honneur. Nous vous promettons d'en faire un très bon usage. L'initiative de NG Energy Access Bénin est à sa deuxième édition et permet de repositionner la problématique de l'accès à l'énergie associée au développement et à l'accompagnement des collectivités locales. La compétition a duré environ 3 mois, soit du 1er août au 20 octobre 2021. Une période au cours de laquelle 12 villages se sont affrontés pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants. La portée de notre action, c'est celle-ci. Partager la valeur générée par la vente de nos produits avec chacun d'entre vous en répondant aux besoins vitaux les plus élémentaires, s'éclairer, s'éduquer, se soigner, mais aussi plus sophistiquer, s'informer, se divertir, s'ouvrir au monde extérieur. Les solutions solaires domestiques, promues par NG Energy Access Bénin, sont des solutions responsables et durables. Responsables car propres, non émettrices de carbone, respectueuses de la santé de tout un chacun. Durables parce qu'utilisant l'énergie inépuisable et renouvelable du soleil. Tous les villages demi-finalistes ont bénéficié d'une séance d'éducation sur le développement durable. Un don de kits scolaires est également fait au profit de 400 apprenants pour encourager davantage les villages participants. NG Energy Access Bénin compte d'ailleurs faire du projet Village solaire un projet d'envergure qui intègre le développement des localités. Merci à Teddy pour ce reportage. Bonne semaine à vous, Christian. Merci à vous, pareillement, William Cléquant. Très bonne journée du lundi, excellente semaine. Vous restez avec nous. Bonjour, bienvenue, Clément Tchani. Bonjour, Christian, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous avez des informations pour nous sur les marchés. Nous irons donc faire un petit tour juste après cette transition. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. Alors, on saura quels sont les marchés qui s'animent ce lundi et qui vont s'animer demain, mardi et mercredi prochain. Clément Tchadé, oui, vous êtes avec nous. Merci d'être là. Oui, Christian, voici pour vous très rapidement les marchés qui s'animent pendant les 3 jours que vous venez d'énumérer. Et ce lundi s'anime le marché de Wando. La capitale, c'est à Porto Novo, le marché de Pédéco, le marché de Kokokodji, ici dans la commune d'Abomey-Calavi, le marché d'Avakpa, le marché de Tcheti dans le département des Collines, le marché de Savès s'anime aujourd'hui lundi aussi, le marché de Tanguita et le marché de Tchaourou. Demain mardi, le marché de Sekou s'anime, le marché de Boïkon, le marché de Wegbo, le marché de Paou, le marché de Zogbodomé s'anime aussi.
Toujours demain mardi, le grand marché international de Dantokpa s'anime, le marché de Zer, le marché de Kové, le marché de Kaswala dans le septentrion. Et mercredi, les marchés d'Alada, Glazoué, Kouandé, Ketou s'animent. Toujours mercredi, les marchés de Basila, Kobli, Agoué, Dangbo et Bukumbe s'animent également. Et sans transition, voici pour vous quelques tendances de prix dans nos marchés à Tanguita, un peu comme à Tchaourou. Le gari est actuellement à 425 francs le kilogramme. L'arachide coûte dans ces deux marchés, le prix est légèrement monté. La semaine dernière, on était à 750 francs. C'est passé donc cette semaine à 800 francs le kilogramme l'arachide. L'huile d'arachide est dans ces deux marchés à 1200 francs le litre, alors que le vanzo est à 700 francs le kilogramme. Le petit mil est à 400 francs le kilogramme. À Kaswala dans le septentrion, je vous le disais, le maïs coûte actuellement 275 francs le kilogramme. Les pois d'Angola sont à 235 francs le kilogramme, alors que le niébé local est à 500 francs le kilogramme. Le sorgho, le blanc, est à 575 francs, alors que le sorgho rouge est à 600 francs le kilogramme. À Glazoué, la farine de Cosette est à 550 francs le kilogramme. Les carottes sont à 390 francs le kilogramme. Le piment sec à 1495 francs le kilogramme, alors que les pommes de terre sont à 500 francs le kilogramme. Christian, voilà le tour rapide de quelques tendances de prix dans nos marchés. Apprêtez vos bourses. Voilà, c'est un véritable tour rapide. Merci à vous Clément Tchadé pour toutes ces informations sur les marchés. Rendez-vous jeudi prochain, ce sera avec le même plaisir qu'on va vous recevoir. Oui, le jeudi, on aura donc le plaisir, j'aurai aussi le plaisir de vous revenir avec toujours les jours des marchés, les prix, mais aussi sans oublier la rubrique économie. Justement, rendez-vous pris. Je vous réserve donc la surprise. Super, rendez-vous pris. Merci beaucoup Clément. Allez, vous restez avec nous mesdames et messieurs. À présent, ce sera les sports avec Hakimi Oussini que nous allons installer en plateau. Juste après, vous aurez votre forum de discussion. Et ce matin, il sera essentiellement question de la dissolution des structures budgétivores, des structures mal gérées de l'État. On va rappeler le CNCB, l'Infosec, l'Agence Bénin Presse et bien d'autres, ces structures qui se sont totalement noyées dans la gabégie. Et puis à l'arrivée, il y a pour des faits de dénonciation ces structures qui est désormais créée à la présidence de la République pour recueillir les plaintes et les dénonciations. On verra si c'est un véritable nouvel instrument de lutte contre la corruption. Restez avec nous. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. LBM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, Burkina Faso, Tunisie, on connaît depuis hier les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition en cours au Cameroun, la CAN 2021. Hakimi Ousseni, bonjour. Christian Dandedjan, bien bonjour. Vous avez déjà pratiquement tout dit, mais bon, on va essayer d'apporter quelques détails. Un peu plus, hein. Sport. C'est au bout du suspense, vous le disiez tout à l'heure, Christian Dandedjan, après une longue série de tirs au but que les hommes intègres, dont l'actualité n'est pas du tout fameuse sur le plan politique, ont validé leur billet pour les quarts de finale de la CAN Cameroun 2021. Les étalons se sont fait peur, puisqu'il y a d'abord eu le pénalty manqué par le capitaine Bertrand Traoré, avant qu'il ne permette donc à sa formation de prendre le devant sur les Panthères du Gabon. Il y a eu hier, Christian, des retournements de situation. Il y a eu des cartons, suffisamment de cartons. Ça fait 16. 16 au total. 14 jaunes ont été donc sortis par l'arbitre de la partie. Et puis il y a eu un carton rouge qui a été donc adressé au latéral gauche de la formation des Panthères du Gabon. Il y a eu ensuite, Christian, des prolongations. Et avant les prolongations, il y a eu bien évidemment le compte son camp qui a permis donc aux Panthères du Gabon de contraindre donc les étalons du Burkina Faso à la fatidique épreuve des tirs au but. Et là, justement, il faut parler de ces tirs au but. Elles étaient, ou plutôt ils étaient, j'allais dire, interminables. On en a eu un peu comme ça a été le cas avec cette finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais bon, on retiendra qu'hier, Christian, c'est au total 9 tirs au but qui ont été exécutés par les deux formations, notamment donc le Gabon et puis le Burkina Faso. Mais à l'arrivée, il y a eu 3 qui ont été manqués par les Gabonais, 2 par le Burkina Faso. Et quand on fait la sommation, Christian, ce sont les étalons du Burkina Faso qui se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Les Panthères ont cru, ils ont jeté toute leur bataille, ou j'allais dire toute leur force dans la bataille, parce que la formation a été réduite à 10, mais n'empêche qu'on retiendra qu'en termes, je dirais, d'équipe vaillante hier sur l'aire de jeu, les Panthères en avaient apporté la preuve. À l'arrivée, c'est donc le Burkina Faso qui se qualifie pour les quarts de finale de la CAN Cameroun 2021 au détriment du Gabon, le Gabon qui véritablement a fait partie des formations qui d'ailleurs ont permis, je dirais, Christian, aux amis téléspectateurs de suivre
d'une très belle affiche hier, puisque au départ, il n'était pas annoncé qu'on suivrait une rencontre aussi, je dirais quoi, pour aussi fermée et ensuite ouverte par rapport donc, je dirais, aux deux acteurs présents pour le compte de cette première rencontre des huitièmes de finale de la CAN Cameroun 2021. Donc, le Burkina Faso s'en sort devant le Gabon. Les Aigles de Carthage, par contre, Christian, et là, c'est aussi l'autre événement de la soirée de ce dimanche, reperché parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poule de cette compétition. Les Aigles de Carthage ont surpris le voisin de l'Est, le Nigeria, qui a réussi un sans faute lors de la phase précédente, annoncé parmi les grandissimes favoris de cette compétition, Christian. Eh bien, le Nigeria est tout simplement sorti de la compétition. La faute aux Aigles de Carthage qui ont marqué un but qui ne sera jamais, égalisé, pour dire les choses comme ça, par le Nigeria. Et donc, le Nigeria, qu'on a cru un instant survoler la compétition, a été arrêté à l'étape des huitièmes de finale par les Aigles de Carthage. Le Nigeria chute et c'est bien la grosse surprise des rencontres disputées hier comme temps pour les premières affiches des huitièmes de finale de la CAN Cameroun 2021. Et donc, comme l'avait dit Christian, eh bien, 2 qualifiés pour le compte donc des quarts de finale, et déjà la première affiche des quarts de finale est déjà connue. Vous l'avez dit, c'est bien le Burkina Faso qui jouera contre la Tunisie à l'occasion donc du 3e tour de cette compétition. Retenez donc comme affiche Burkina Faso, Tunisie, la première des quarts de finale de la CAN Cameroun 2021. Mais par contre, la compétition, elle va se poursuivre, puisqu'aujourd'hui nous sommes, Christian, le lundi 24 janvier 2021. On aura droit aux 2 autres affiches des huitièmes de finale de ce jour. La Guinée de Kaba Diawara jouera contre la Gambie. C'est une rencontre, Christian, qui s'annonce très ouverte au regard de la performance de ces 2 formations à l'occasion de la phase de poule. La Gambie, un petit poussé de la compétition, mais la Gambie qui se comporte, je dirais, de façon intéressante dans cette compétition. Gambie-Guinée, c'est une rencontre à ne pas rater. C'est à partir de 17h pile minute, heure de Cotonou, heure de Tchoumi, heure de Perma, pour ceux-là qui suivent bien évidemment les moments forts et intéressants du football. Et la dernière affiche, Christian, de ces huitièmes de finale de ce lundi, c'est bien le Cameroun, les Lions indomptables qui joueront contre, Christian, les îles Comores. Et là, le gros événement de ces huitièmes de finale, Christian, c'est la situation sanitaire des îles Comores. Dans le lot de cet effectif, 12 Christian ont été détectés positifs au Covid-19. Ils n'auront pas de gardien. Ils n'auront pas de gardien parce que le gardien titulaire, il est blessé. Oui. Les 2 autres font partie des Covidés jusqu'à samedi matin. Est-ce que le test repris, hier soir, a donné d'autres résultats? Pour le moment, l'information, la vraie qu'on retient, c'est que les îles Comores sont sans gardien. Oui. Ça fait un joueur de champ. Un joueur de champ n'est pas un gardien de but, Christian. Il y a ces 2 postes différents sur un terrain de football. Il arrive parfois qu'on ait des joueurs de champ qui ont des réflexes de gardien de but. Peut-être qu'on aura le temps de le constater ce soir, mais c'est une grosse interrogation, un gros casse-tête pour Amir Abdou, le sélectionneur donc des îles Comores. Mais en attendant, nous ne sommes pas encore là. On attend déjà 20 heures pour voir quelle va être la formule utilisée par Amir Abdou pour le compte donc de la dernière affiche des huitièmes de finale prévue pour ce soir entre le Cameroun et les Lions indomptables, l'équipe organisatrice donc de cette compétition, et puis les îles Comores, l'une des grosses surprises de cette CAN Cameroun 2021. En gros, voilà un peu l'actualité en ce qui concerne le football sur le continent africain. Les îles Comores devraient se rendre, je dirais, au stade avec un panier à but, parce qu'ils n'ont pas un gardien. Parfois, c'est quand les équipes se retrouvent dans des situations du genre qu'il y a comme, je dirais, un sursaut d'orgueil, du moins pour le moment. On va espérer que les choses, où les derniers résultats ressortent un gardien dans le lot des 2. Si ce n'est pas le cas, c'est clair que, ils vont être obligés d'utiliser un gardien de champ pour le compte de cette confrontation. Oui. On a vu des équipes évoluer à 10 hier, mais qui ont tenu tête à celles qui étaient à 11. Oui. C'est le cas du Nigeria qui a joué la Tunisie. C'est aussi le cas du Gabon qui a joué donc le Burkina Faso. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'un joueur qui a eu un carton rouge, ce sont des joueurs covidés.
peut-être comme l'ont annoncé, eh bien, les résultats prochains, notamment ceux d'hier, vont peut-être sortir un des gardiens de but de Solo. Mais pour le moment, eh bien, je crois que ça fait un peu psychologiquement l'affaire des Camerounais. Mais bon, on attend de voir les 90 minutes de ce soir entre ces deux formations. Parce que le match n'est jamais gagné. Là, mais alors, pas du tout. Si c'était le cas, le Nigeria serait déjà qualifié avant donc d'affronter hier la Tunisie, malheureusement. Le voisin de l'Est est tout simplement sorti par la petite porte. Autant ça a été le cas avec le Ghana, autant ça a été le cas avec l'Algérie. C'est vraiment une CAN des grosses surprises et des révélations cette année 2022. Retour au Bénin, Christian, on va y aller rapidement. Avec les affiches disputées ce week-end comme temps pour la 16e journée de la Ligue professionnelle de football. Nous en sommes à 2 journées près de la fin de la première phase de cette compétition, de ce championnat. Eh bien, dans la zone A, Bekele Bembeleke a été battu par les Cavaliers de Niki à 2-1. C'était bien ce week-end. Pendant ce temps, les Buffles les plus dynamiques de Djougou se sont neutralisés. 0 but partout. Les Panthers ont fait le service minimum en battant Real Sport par le score d'un but à 0. Il y a eu le 2-1. C'était hier, enfin, des rencontres de la 6e journée dans la zone A. Damissa a battu Chaniki à Estakune, score 2-1. Une rencontre dont les échos ne sont pas intéressants. On reviendra de façon plus large sur cette affiche entre Damissa et puis Estakune de Kandi. Pendant ce temps, Dynamo de Parakou était au repos. Dans la zone B, on va y aller. Dadje a battu l'Autopopo par le score d'un but à 0. Dadje qui, depuis le coup d'envoi de cette ligue professionnelle, Christian Dandédia est en train de multiplier les performances intéressantes. Dadje a battu l'Auto, l'équipe championne en titre, par le score d'un but à 0. US Baboni a été dominé à domicile à Parakou par Rodio de Kome. 2-0. Il y a eu le 1-1 entre AS Tonnerre et puis Soleil FC. Dynamo d'Abomey a battu à Goro, Espoir de Savalo, 2-1. Pendant ce temps, Christian, Énergie de la SBEE était au repos. Dans la zone C, Adjidja qui s'y frotte, s'y pique, a battu S Cotonou, 2-0. S Aspac a été dominé par le leader de la zone C, le parle de Coton Football Club, 2-1. Requin s'est fait battre par Sitatunga. C'est la première victoire de la saison pour la nouvelle formation promue donc en Ligue professionnelle. C'est bien Sitatunga, 9 matchs nuls, 1 victoire. C'est une formation qui annonce de belles couleurs pour la suite, je dirais, de son parcours dans l'élite. On veut espérer que la phase prochaine soit beaucoup plus intéressante pour cette formation de Sitatunga, le seul club en Ligue professionnelle de la commune d'Abomey-Calavi. AS Police a été battu par Éternel Omnisport, 3-0. Pionem, la formation du boxeur, était au repos et bien n'était pas sur le jeu ce week-end. Dans la zone D, pour finir, Christian, on fera remarquer que avant Omnisport a été battu par la jeunesse athlétique de Ketou, 2-1. À Sauce de Porte-Novo s'est fait battre par la jeunesse sportive de Provet, 3-1. 2 buts partout entre Ayema et puis la Soubema, 1-0. C'est Jeffa qui a battu les Dragons de la capitale. Pendant ce temps, Asvo Christian était au repos. La 17e journée s'annonce très très ouverte puisque bien plusieurs formations veulent composter leur but qualificatif pour la Super Ligue professionnelle. Pour le moment, eh bien, c'est un peu serré, soit dans la zone A ou encore dans la zone D, mais certaines formations déjà tirent leur épingle du jeu. C'est le cas par exemple d'Ayema, c'est le cas par exemple de Coton Football Club, c'est le cas par exemple de Dynamo d'Abomey, de Dadje et puis de Espoir de Savalo. C'est le cas notamment des Buffles FC, l'équipe vice-championne du côté donc de la commune de Parakou, notamment dans la zone A. Christian, 1 minute pile après 8h, eh bien, je ramasse les godasses, c'était les sports. Voilà, vous ramassez vos godasses, vous les rangez dans votre placard à sport et vous restez avec nous maintenant pour analyser l'actualité nationale. Allez, mon ami Moussou, bonjour dans le plateau. Alors, on va observer la pause transition, le temps d'installer notre invité, notre consultant, notre analyste, Patrick Henou.
LBM, notre passion vous transporte. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ dès votre réabonnement, à partir d'Access. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Allez, nos discussions s'ouvrent à partir de cet instant sur Actu Matin. Merci de prendre le rendez-vous du forum avec notre invité, notre analyste, consultant, Dr Patrick Henou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue sur Actu Matin. Merci d'être avec nous. Oui, on va commencer par l'actualité de ces derniers jours. Le mal de la dilapidation des ressources financières publiques, la gestion à la petite semaine, je dirais, des structures et entreprises de l'État ont finalement eu raison de plusieurs de ces sociétés, de ces structures, de ces entreprises. On va les citer: le Conseil national des chargeurs du Bénin, le Conseil national du dialogue social, l'agence Bénin Presse, l'autre grosse surprise, et puis l'Infosec de Cotonou qui sont désormais, je dirais, totalement dissous. Le gouvernement, à travers ces décisions, je dirais, a célébré la messe de requiem de ces sociétés que l'on qualifie de budgétivores et d'improductives. Herman Parfait, Agnès Bosso, devrait-on s'attendre à ce qu'on ait encore ces genres de situations après toute la batterie de mesures qui a été prise pour lutter contre la malgouvernance chez nous? On s'étonne de constater que sous le Bénin de Patrice Talon, il se passe encore certaines choses qui amènent finalement à prendre des décisions un peu dures, des décisions très compliquées pour le personnel, parce que justement, n'oubliez pas que quand une société d'État, n'importe quelle société est dissoute, ça crée forcément dégraissement de dents pour le personnel, parce que le personnel se retrouve à la maison, même si aujourd'hui ils ont quelques bisbilles pour pouvoir supporter cette période de soudure, le temps de chercher encore d'autres emplois. Ce qui est clair, c'est que quand une structure est fermée, ça crée forcément des désagréments pour le personnel, aussi bien pour ceux qui sont là. Mais justement, quand l'État vient prendre ces mesures-là, ce n'est pas de gaieté de cœur. Vous avez cité tantôt le cas de l'Infosec qui a été, l'Infosec, je crois, c'est cette structure qui a été dissoute, le CNDS également, le CNCB et peut-être encore d'autres structures, l'AVP aussi qui a été dissoute. Je pense que il faut voir dans ça la volonté du gouvernement de ne pas continuer par payer des salaires indûment perçus. La volonté du gouvernement de ne plus continuer par laisser des gens confondre leurs poches aux caisses de l'État, aux caisses de cette structure-là. Donc je pense que la mesure, elle est dure, mais il faut la saluer pour la santé du trésor public. Voilà, mesure dure, mais il faut la saluer pour la santé du trésor public, a dit Herman Aliamboussou. Est-ce que vous partagez cette conclusion partielle de lui, Docteur Patrick? Très rapidement, c'est quand même laisser entendre que les sociétés d'État ont souvent eu des difficultés, et lorsque l'on regarde un peu l'histoire du Bénin, on se rend compte que déjà dans les années 80 jusqu'à 90,
il y a eu des difficultés au niveau donc des sociétés d'État et qui ont été en faillite. Et c'est justement pour cette raison que l'État était en cessation de paiement. Et donc la malgouvernance avait eu raison de ces sociétés-là. Et c'est justement pour cette raison aussi que lorsqu'on a fait l'option donc du libéralisme économique, on a pensé qu'il faut laisser l'État jouer un autre rôle plutôt que de jouer le rôle de commerçant et permettre aux entreprises de prendre le relais et d'avoir à payer l'impôt pour permettre le fonctionnement normal de l'État. Cela voudrait dire que lorsqu'on sait très bien qu'au niveau des sociétés d'État, il y a souvent des difficultés, vu la mauvaise gouvernance, vu le manque de rigueur, et que le chef d'État actuel, lorsqu'il est parvenu au pouvoir, a laissé entendre aussi qu'il faut revoir la gestion des affaires, et quelle que soit leur nature. Et lorsqu'on s'inscrit dans cette nouvelle dynamique, il va de soi que face à certaines léthargies des gouvernants donc de ces entreprises d'État, il va falloir qu'on prenne des mesures significatives. Et l'une des mesures trouvées par le gouvernement actuel est donc la suppression pure et dure donc, de ces sociétés. Cela interpelle quand même. Cela interpelle parce que en réalité, si l'on s'en tient à la rigueur prônée et au regard des emplois à sauvegarder, il aurait fallu quand même imaginer tout au moins un plan de redressement de ces sociétés et pour qu'elles reviennent à la vie. Ce n'est pas l'option qui est prise. La voie choisie pour moi est une voie certainement qui permettra de régler le problème et donc d'optimiser les charges donc, de l'État et d'avoir une gestion plus rationnelle des ressources, mais au même moment, de mon point de vue, il aurait fallu quand même que l'on rivalise un peu d'intelligence et pour avoir un plan de redressement susceptible de permettre à ces sociétés-là de résister à l'usure du temps. Alors, Wakhabali Para, oui, certainement, le gouvernement, au regard de toutes les difficultés liées à la gestion de ces structures, a pris sur lui la décision de les dissoudre après un profond diagnostic qui a été posé. Est-ce que vous pensez que c'est la solution efficace pour couper court à la malgouvernance dont il est question ici, la dissolution? Bon, je pense que la mesure, comme l'ont reconnu Herman et Dr Patrick Henou, est une mesure dure. Ça, il faut le reconnaître. Mais face à la situation, il fallait prendre une décision. On a tout simplement noté qu'en dépit des décisions courageuses, des mesures hardies prises par le régime en exercice, il y a bien de Béninois qui continuent de confondre les caisses de l'État et leurs propres poches. C'est ce qui se passe parce que quand vous suivez les raisons qui ont amené le Conseil des ministres à se pencher sur le cas du CNCB, de l'Infosec, de l'ABP, n'est-ce pas, du Conseil national du dialogue social, il y a un véritable problème qui se pose. La malgouvernance, l'utilisation, je dirais, à des fins plus ou moins personnelles de certains fonds, n'est-ce pas, ceux-là qui s'assiedent et qui se coupent des salaires comme ils veulent sans tenir compte d'un certain nombre de règles, et ça crée des manques à gagner pour l'État. Il y a un véritable problème qui se pose. Donc je ne pense pas que c'est de gaieté de cœur qu'un gouvernement à qui on reproche depuis son avènement, n'est-ce pas, de supprimer certains emplois puisse arriver à prendre une décision pareille. Donc il faut reconnaître donc que c'est une décision douloureuse et difficile. Maintenant, on aurait pu, ma foi, n'est-ce pas, trouver les voies et moyens pour peut-être... Parce que quand on supprime, on prend une décision comme ça, ça sous-entend que ces entreprises ne servent absolument à rien
à l'État. Ça veut dire que bon, si on les met en course, on peut toujours évoluer. Et maintenant, c'est un peu comme quand les éléphants se battent, on dit ce sont les herbes qui en font les frais. Ça veut dire quoi? Que vous avez de ces directeurs généraux des structures et des entreprises, n'est-ce pas, qui dilapident les fonds, mais les autres ouvriers, les autres employés qui sont au bas de l'échelle, qui pratiquement ne voient rien venir, c'est eux qui sont remerciés vraiment de manière douloureuse et qui ont pourtant de familles à nourrir. Quelle est la politique qui est mise en place pour peut-être reconvertir ou bien reloger ailleurs dans d'autres sociétés? Du côté du CNCB, on pense qu'il y a quand même un plan qui est... Parce que dans le lot, il y a des innocents. Les détournements enregistrés au niveau du CNCB et ailleurs, ce n'est pas tout le personnel de la tête au plus petit employé. Non, pas du tout. Ça veut dire quoi? Quand on dissout le plus petit employé, personne se retrouve. Voilà. Quelle est la politique, disais-je, mise en place pour pouvoir reloger ceux-là, peut-être dans d'autres entreprises, en tout cas les innocents tout de même. En attendant de revenir aux solutions, oui, Hakimé Ousseni, ces sociétés, ces structures qui sont, je dirais, totalement rayées du registre des sociétés d'État, des structures d'État, doit-on véritablement parler de leur inutilité dans la création de richesses chez nous au Bénin? Non, on n'ira pas à cette conclusion. On peut élaborer dans tous les sens. Et que si à un moment donné, on a pensé la création de ces sociétés, c'est parce que, eh bien, il y avait des rôles qui ont été dévolus à ces différentes sociétés-là. Et les rôles ont continué à être joués, et d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'avec le temps, certaines se sont montrées peut-être plus en appoint avec le contexte nouveau. J'ai entendu le porte-parole du gouvernement expliquer un peu les raisons qui motiveraient la fermeture de l'ABP et contextualiser, pour faire constater qu'aujourd'hui, eh bien, on est beaucoup plus smart, beaucoup plus réseaux sociaux, et que les gens ne s'abonnent plus à l'ABP. Il y a bien d'éléments qui, à un moment donné, mis ensemble, ont permis de se dire, bon, il aurait fallu quand même qu'on réoriente les valeurs qui sont au niveau de cette structure vers d'autres structures travaillant un peu dans la même chaîne de production de l'information. Et c'est pour ça que l'option de rayer l'ABP est intervenue. Mais au-delà de l'ABP, c'est qu'en réalité, il y a quand même d'autres sociétés qui, d'une manière ou d'une autre, ont montré les raisons de leur résistance. Et je crois que si on en est arrivé, comme l'a dit Renaud Patrick tout à l'heure, à cette décision qu'il appellerait peut-être, mettons quoi, radicale, c'est que bon, on n'a peut-être pas véritablement, je dirais quoi, éprouvé les voies de solution. Parce qu'il y a quand même, on pense de notre position qu'il y a une solution. La solution, la nôtre, n'est peut-être pas la meilleure. La meilleure, c'est celle qui aurait été proposée par le régime en place et expliquée par le porte-parole depuis plusieurs jours déjà. Parce que lorsque vous jetez un coup d'œil un peu sur les griefs qui ont été portés à l'endroit de ces différentes sociétés, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quand même comme un réveil par endroit. Ça peut ne pas être le réveil qu'il fallait, mais quand on lit un peu les productions qui ont été faites autour de cette décision et des analyses qui ont été faites par des politiques et consorts, on a l'impression que on pouvait quand même continuer à éprouver certaines structures, quitte à voir quelle aurait été la solution la meilleure. Mais bon, dans l'autre des cas, il y a un facteur indéterminateur commun, c'est qu'il y a perte d'emploi. Certaines structures ont réorienté certains collaborateurs vers d'autres structures déjà existantes au Bénin. Mais n'empêche que quand on fait un peu le point, c'est qu'il y en a qui sont à la maison depuis plusieurs mois déjà. Il y a des victimes collatérales de cette décision de fermeture, de suppression des sociétés. Moi, en tant que sportif, je ferai un clin d'œil particulier à cette formation de Buffle FC de Parakou, qui a comme société sportive le CNC de sport. Et depuis que cette structure a été fermée, je peux vous assurer que ça peut être de 4 à 5 mois. Les garçons de la ville de Parakou, société de ce club, elles sont sans salaire. Mais pourtant, ils font des résultats. Vous voyez un peu les victimes collatérales de cette décision qui a été prise. Jusqu'à présent, il y a eu l'administrateur santé qui a été nommé, mais la question de comment est-ce qu'on gère ce club n'est pas encore résolue jusqu'à présent. Les enfants jouent tous les week-ends, les jeunes, ils ont des familles, les jeunes, ils ont envie d'avoir les moyens pour véritablement donner plus que ce qu'ils en donnent déjà. Mais jusqu'à présent, c'est que, eh bien, c'est le silence radio. Je veux espérer que les solutions sont
sont en train d'être trouvées pour que d'ici peut-être avant la reprise de la Super Ligue professionnelle, qu'on puisse au moins trouver une solution à l'endroit de ces sociétaires de Buffle FC de Parakou, l'équipe championne et vice-championne en titre, et actuellement leader au niveau de la zone A de notre ligue professionnelle. Donc c'est un exemple patent que je touche et dont je fais écho ce matin pour dire qu'il y a véritablement assez de victimes collatérales de cette décision qui a été prise. Mais de façon particulière, je crois qu'on va en arriver. Quand on va élaborer, mettre l'accent sur le comportement des responsables qui ont été mis à la tête de ces différentes structures, on peut constater, comme l'a fait ce matin le quotidien Fraternité à travers la plume d'Angelo Dossoumo, qu'il y a quand même des responsables de ces sociétés qui, à un moment donné, ont vu venir le danger et qui ont commencé par alerter pour dire attention, la manière dont c'est géré, eh bien, ça ne fait pas intéressant. Souvenez-vous, Christian Danila, qu'au fort moment, je dirais, des récriminations qui sont faites en ce qui concerne la gestion des structures d'État, il n'y a que dans le viseur, on voyait facilement, je ne sais pas comment ça se passe, mais on voyait le CNCB. On avait l'impression que le CNCB, c'était une vache à trait. Et quand vous causez même avec certains jeunes politiques à l'époque, eh bien, ils vous diront qu'ils auraient souhaité être nommés DG CNCB. Ça, je le dis parce que j'ai entendu plusieurs de ces jeunes politiques souhaiter se voir envoyer à la tête du CNCB. C'est pour dire quoi? Que, eh bien, il y a une image que cette structure avait. La preuve, c'est qu'il y a eu une vague de directeurs qui ont été remerciés à la tête du CNCB. Justement, je ne reviendrai pas sur ceux dont les noms ont été rappelés. On a vu Antoine Daouri, on a vu l'autre Antoine Daouri, la dame. Et même sous l'ex-régime, on a connu également assez de directeurs qui sont passés à la tête de cette structure. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, certainement que vous allez nous en donner l'occasion, quand vous lisez l'analyse faite par le quotidien Fraternité à propos de ces dissolutions. On parle de dissolution des structures budgétaires mal gérées. Je mets l'accent sur le CNCB, l'Infocé et consorts. Mais de façon particulière, c'est qu'il vient tirer une conclusion à travers une autre production. Irrégularité relevée dans la gestion du CNCB, pas éclaboussé par le rapport des députés, l'honneur de l'ancienne de Alimatou Badarou Lavé. Souvenez-vous un peu de ce feuilleton Alimatou Badarou qui a été appelé donc à la tête du CNCB. Courant, je dis quoi, octobre-novembre 2019, pour n'en faire que 4 mois. Parce que déjà en mars, il a été remercié. Et les arguments, les raisons qui avaient été évoquées en sourdine, c'était insubordination. Ça veut dire que quand on fait aujourd'hui le point du rapport d'enquête parlementaire, c'est que réellement, il y avait entre les lignes peut-être ce qu'ils ont appelé l'insubordination. Parce que très souvent, quand on remercie un directeur général, c'est souvent pour irrégularité financière. Mais aujourd'hui, quand on jette un coup sur le travail qui a été produit par les uns et les autres, notamment donc le rapport lu de la commission parlementaire, on sent que la période où elle a géré bien, elle avait commencé par imprimer une nouvelle dynamique au CNCB à travers la suppression de ce que tout le monde sait un peu, les primes farfelues, parce que vous imaginez qu'on parle de primes de Tabaski, on parle de primes de Noël. Des agents, vous imaginez, on va donner la parole aux autres également. Les agents de la maison étaient, voilà quoi, chacun venait, on a l'impression qu'il y avait quelque part, on venait, chacun prend et s'en va. À l'arrivée de cette dame, Alimatou Badarou, quand je me refais dans le quotidien Fraternité, c'est qu'elle a commencé par mettre les choses à l'endroit pour dire attention, quels sont les éléments qui expliquent le fait que certains étaient grassement payés. Donc il fallait avoir un support légal reconnu qui fixe quand même, je dirais, les différentes manipulations financières qui sont faites dans la maison. Certainement incomprises, parce qu'aujourd'hui au moins on se rend compte que le rapport donne raison à Alimatou quant à sa rigueur qui était venue. Il faut rappeler qu'elle est auditeur financier. C'est normal, c'est un élément important. Oui, on vous écoute, Dr Patrick. Le sujet est intéressant et permet quand même de repartir sur la base de ce que, si aujourd'hui, même dans le monde entier, si on parle de la gouvernance, et c'est parce que au départ, la gouvernance a été vraiment mise en relief dans les institutions privées, dans les sociétés privées ou entreprises privées. Et au départ, parce que dans le public de tous les temps, on a observé que il y a un laisser-aller, il y a une malgouvernance, une mauvaise gestion, alors que le privé n'a pas des raisons de tergiverser. Le privé a l'obligation de se maintenir sur le marché
et donc d'être acteur à part entière donc du jeu de la concurrence qui se déroule sur le marché. Et donc a intérêt à faire en sorte que il y ait une gestion beaucoup plus rigoureuse, n'est-ce pas, de sa masse financière par exemple, et que les ressources humaines aussi soient gérées convenablement à ce qui est requis. Et donc, si aujourd'hui on parle de gouvernance, c'est parce que dans le secteur public, on a constaté une défaillance et on veut s'aligner maintenant sur les bonnes pratiques mises en relief dans le secteur privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il y a un effort à faire. Et aujourd'hui, si le chef de l'État, vu tout ce qu'il a déployé comme dispositif dissuasif, si aujourd'hui il y a encore des poches de résistance en termes de pratiques orthodoxes ou de gestion orthodoxe, s'il y a des résistances, c'est que on peut quand même en venir à la conclusion que lorsqu'on chasse le naturel, il revient parfois, sinon souvent, au galop. Et donc, il va falloir agir, trouver les mécanismes pouvant permettre d'assainir, n'est-ce pas, la gestion au niveau de ces sociétés qui sont aujourd'hui toisées. Ça veut dire aussi que concrètement, il ne faut pas laisser le temps à ceux qui veulent détruire le patrimoine public et permettre que l'on ait une gestion rigoureuse. Ça suppose qu'on sanctionne également, et le chef de l'État a commencé à sanctionner. Mais il faut aller plus loin et ne pas baisser la garde et penser qu'on peut supprimer le plus simplement possible. Alors, parce que pour moi, ça serait peut-être une solution de facilité. De facilité, oui. Vous avez dit qu'il faudra forcément trouver un mécanisme ou des mécanismes pour à l'avenir éviter tout ça, ne pas laisser les situations pourrir avant de chercher maintenant la solution efficace ou adéquate à mettre en œuvre pour corriger le tir. On reviendra dans nos discussions tout à l'heure sur la création de cette nouvelle structure à la présidence de la République, mais on vous écoute toujours sur le premier sujet. Oui, donc je voudrais abonder dans le même sens que Dr Patrick Hennou, qui estime qu'il ne faut pas attendre que les choses pourrissent d'abord et que la décision qui consiste à dissoudre ces différentes structures et agences, n'est-ce pas, ma foi, est une décision de facilité, parce que c'est ce que les enquêtes pour l'instant ont révélé. Il y a bien d'autres agences, il y a bien d'autres structures. Ça veut dire quoi? Que si dans toutes les structures on notait les mêmes maladresses et autres, le gouvernement devrait-il prendre des mesures pour dissoudre toutes ces entreprises? Non, je pense qu'il faut prendre des mesures qui peut-être découragent les acteurs. Certainement qu'au niveau du CNCB, par exemple, n'est-ce pas, le personnel continue de regretter le départ de Alimatou Badarou. En tout cas, ce personnel qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, trouve sa structure dissous. Parce que Alimatou Badarou faisait partie de ces directeurs généraux qui avaient déjà donné la lettre, un peu comme l'a titré ce matin quand je consultais une des journaux tout à l'heure, Matin Libre, avait déjà donné la lettre en estimant que le Bénin est partie prenante, n'est-ce pas, au système de l'OADA, où selon le système de l'OADA, c'est bien entendu le conseil d'administration qui fixe le salaire, par exemple, du patron, du directeur général. Et bien entendu, vous l'avez souligné, elle est auditeur financier, par conséquent, elle est rigoureuse sur les détails liés à la manipulation de l'argent. Et donc, pour les 4 mois au moins qu'elle aurait passé à la tête de la structure, elle a voulu, n'est-ce pas, qu'un mécanisme soit mis en place de manière à ce que l'ancien salaire tel qu'on l'avait coupé de façon grasse, n'est-ce pas, que cela soit revu, que ce soit le conseil d'administration qui statue dedans. Maintenant, les primes farfelues qui côtoient même le ridicule, primes de Tabaski, primes de Ramadan, primes de Noël, on trouvera sans doute des primes de, je ne sais pas, Saint-Valentin, des primes d'escalier, Vous voyez, donc c'est vraiment, si, il y a eu des primes d'escalier dans une commune où nous résidons, où sinon nous travaillons actuellement. Donc autant de maladresses que Alimatou Badarou, donc au niveau du CNCB, avait relevé. Ça veut dire que cette rigueur qu'on lui reprime, parce que oui, on a dit insubordination pour la relever de ses fonctions en son temps, mais il y a qu'à l'interne, le personnel et les autres collaborateurs qui jouissaient des primes qu'elle est venue supprimer,
étaient mécontents. Quand Patrice Talon même est venu, les réformes opérées dans les différentes structures, n'est-ce pas, n'ont pas été, parce que les réformes sous-entendent un changement d'habitude, un changement de pratique, un redressement dans une certaine mesure, et donc ça va créer des mécontents pour ceux qui dans le passé jouissaient donc de ces biens. Donc il va falloir maintenant, pour poursuivre dans la même lancée que Dr Patrick Henou, que le gouvernement puisse revoir la manière de sanctionner lorsqu'il y a vraiment mal donne, plutôt que de procéder, ma foi, à une dissolution pure et dure. Cela, ce n'est plus pur et simple, pur et dur, parce que là, les éléphants se battent, les herbes en payent. Oui, Herman. Oui, moi je dirais simplement que Alimatou Badarou fait honneur à la gente féminine. Parce que quand on lit un peu le rapport qui a été proposé ce matin par Fraternité, c'est qu'on constate qu'effectivement, alors qu'on a parlé d'insubordination pour la registre des fonctions, il y avait une autre forme d'insubordination. Parce que justement, elle ne permettait pas que les gens perçoivent des primes de Tabaski, des primes de Noël, des primes de cravate, même des primes de réveil matinal peut-être aussi. Parce que pour celui qui se lève à 5 heures, vous avez des primes, il vous dira qu'il a besoin d'une prime de réveil matinal. Non, je pense que c'est bien ce qui est là, c'est simplement... C'est triste. Alors, c'est triste qu'on en vienne à supprimer des sociétés. Parce que, beaucoup de sociétés parce que des gens à qui on a confié la gestion confondent ces sociétés à leur poche. On s'adjuge des primes. On parle même de prestataires, un bureau international de maritime et de consorts, qui n'ont pas payé des impôts, qui ont gradé par devers eux des trucs. Je pense que l'occasion de cette dissolution doit amener le gouvernement à aller plus loin. En faisant en sorte qu'on ne puisse plus regretter le départ d'un DG d'une société. Quand la faute n'est pas avérée, qu'on ne puisse pas agir juste parce qu'on a dit subordination, parce que là maintenant, peut-être que la dame là où elle était là, elle a fait tout à fait. Et elle pourrait toutefois sauver le CNCB si on l'avait permis de rester là. Mais malheureusement, le CNCB dit aujourd'hui, tout le monde va ramasser ses clics et claques. Le CNCB, ce beau bâtiment va peut-être abriter une autre structure, mais c'est bien triste, c'est bien dommage qu'au bout de plusieurs années d'exercice d'une structure comme celle-là, qu'on en vienne aujourd'hui à la dissolution. Je pense que c'est vraiment triste. Je pense que Patrick qui a raison quand il dit que il a quand même fallu qu'on éprouve des solutions, des mécanismes. Parce que pour peu qu'on pense que dans une société d'État, il y a malversation financière qu'il faut dissoudre, c'est qu'on va certainement arriver à en dissoudre suffisamment. Parce que je crois que la gouvernance nouvelle proposée par le président Patrice Talon aurait quand même été l'élément catalyseur du bon comportement des différents responsables appelés à la tête des différentes structures. Donc quand on en arrive à aujourd'hui dénombrer encore des cas de malversation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Il vaut mieux alors revoir les outils de gouvernance pour savoir comment est-ce qu'on fait. Parce que lorsque vous lisez le rapport et qu'on vous dit qu'en 4 mois, il y a eu, je dirais, une trésorerie qui est allée crescendo avec environ le milliard en 4 mois. Ça veut dire réellement que si elle avait fait plus de 4 mois, c'est clair que les caisses du CNCB auraient été plus intéressantes. Exactement. Voilà, donc, Fraternité parle de 980 849 133. Exactement. Ça coûte, comme vous l'avez dit, le milliard. 14% d'augmentation en une période de 4 mois. Ça veut dire que réellement, si on avait peut-être proposé 2 alternatives, elle aurait fait 5, 6, 7, 8, 1 an, que nous aurions eu, je dirais, une image plus intéressante du CNCB. Donc, du coup, partant de l'exemple de la gestion de 4 mois de Alimatou Badarou, c'est qu'on aurait alors pu trouver un autre mécanisme pour pouvoir régler les questions de malversation financière au niveau de nos différentes structures. Parce qu'elle est quand même l'exemple suffisant de ce qui est bien. On a quand même des cadres pas forcément baradés d'assez de diplômes. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de diplômes pour pouvoir gérer une structure. Le management ne demande pas beaucoup de diplômes. C'est quand même une question, je dirais, de feeling, exactement. Et le feeling, en peu de temps, on l'a vu avec la dame. Donc, je crois que la solution proposée par Patrick Henou est quand même une solution qu'il faut explorer pour éviter que, pour peu que, des rapports relèvent ou révèlent des cas de malversation, que la solution soit la dissolution. Je pense qu'on peut faire autrement que de dissoudre, parce que je continue pas, moi ici, porter la parole de ces jeunes des buffs de Parakou qui, depuis 5 mois, sont censés... Il y a matière à réfléchir. On note donc qu'au niveau de nos différentes structures, au-delà donc du CNCB, il y a le problème de tête qui se pose. Parce que c'est les mêmes Béninois qu'il faut choisir.
aussi, il y a des commentaires que nous lisons sur les réseaux sociaux, comme quoi on a amené un Sénégalais par ici, on a amené un Rwandais par là pour diriger ou gérer les structures de l'État, alors qu'on a utilisé par le passé et encore dans le même présent, n'est-ce pas, et toutes les fois d'ailleurs, des Béninois qui gèrent très mal. Je crois qu'il ne faut pas qu'on donne facilement raison au gouvernement de prendre des mesures qui, d'une manière ou d'une autre, deviennent douloureuses en termes de gestion. On n'arrive pas à le dire. Ça veut dire qu'on aurait choisi les bonnes têtes, les meilleures têtes, les têtes qu'il faut à la place de cette structure, à la tête de cette structure, pour que tout puisse... Justement, lorsque vous êtes... on vous emmène dans un système où tout est déjà bien moulé, bousculer les habitudes, ça pose un véritable problème. Alors, est-ce que c'est pas l'absence de feu? Il faut accompagner ceux qui bousculent les habitudes, n'est-ce pas? Quand bousculer les habitudes va dans le sens positif et apporte, un plus dans la question de à la patience, parfois quand on met des personnalités à la tête de certaines structures. Oui, l'absence de feu de route, quand on nomme un directeur, il vient avec sa feuille de route, 3 mois après, il s'en va, un autre vient avec une nouvelle feuille de route. Est-ce que ça aussi, ça ne pose pas un problème quand il s'agit de mieux gérer, de mieux diriger les entreprises publiques chez nous? Non, il y a ce qui reste, le fond des choses. Le fond, c'est le cadrage général et qui devrait être celui de l'entreprise concernée. Et ce cadrage général est tracé et permettra au directeur venu d'adapter son plan à ce qui est retenu déjà de façon concrète. Moi, je retiens 2 choses. La première, c'est que il y a une résurgence quand même de ce que Jean-François Médard a appelé la patrimonialisation de l'État. C'est-à-dire qu'il y a toujours des citoyens qui, nommés à des postes de responsabilité, essayent de transformer les ressources de l'État en leur propre patrimoine. Et là, il faut décourager ce fait-là. Deuxième chose, de mon point de vue, il ne faut pas donner dans la facilité. Il faut prendre des mesures qui puissent refléter, et n'est-ce pas, les grandes orientations qu'on a données au départ. Parce que le chef de l'État avait lancé des signaux forts en matière donc de gouvernance. Et donc, de mon point de vue, parce qu'on peut se tromper aussi, le chef de l'État lui-même peut se tromper, nul n'a la science infuse, il est un être humain, et ceux qui sont autour de lui sont aussi des êtres humains qui peuvent aussi se tromper. Mais de mon point de vue, je pense quand même que on peut régler les problèmes. En tout cas, ce problème-là, on peut le régler autrement. Et parce que justement, il y a nécessité de faire en sorte que l'entreprise de l'État qui est aujourd'hui concernée ne sombre pas. Parce qu'on a la possibilité de changer les hommes qui dirigent ces entreprises. On a la possibilité d'insuffler un nouveau dynamisme à la gestion. Pourquoi pas? On peut le faire. Surtout que lorsqu'on lance des signaux forts de cette nature-là, on peut en arriver à le faire. Ne pas le faire, c'est baisser de garde. Et moi, je n'aurais pas souhaité qu'on baisse de garde en de pareilles situations. Et donc, il faut poursuivre la réforme, de mon point de vue, pour faire en sorte que l'intérêt supérieur puisse prévaloir sur toutes les autres considérations. Et cela commence par les hommes qui sont appelés à gérer à tel niveau ou à tel autre. Dans tous les cas de figure, nous sommes face à une réalité aujourd'hui. Lorsque j'interroge même l'ABP, lorsque je me prononce sur le cas de l'ABP, on peut adapter l'ABP aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Quand on parle de smartphone, cela ne veut pas dire que pour autant, dans d'autres pays, il n'existe pas d'agence de presse. Il en existe toujours. Et donc, il faut qu'ils soient adaptés. L'essentiel, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une rivalité du point de vue des solutions et de l'intelligence pour trouver des solutions idoines et susceptibles de faire en sorte que l'on ne soit pas tenu forcément de prononcer la mort donc de
de certaines sociétés d'État. Oui. Ce qui quand même reste une marque de de la gouvernance actuelle, c'est quand même que des DG ne sont pas nommés à la volée. On a fait en sorte que vous avez dû constater, il y en a qui ont déjà fait 6 ans au poste. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une volonté de l'État de faire en sorte qu'on ne puisse pas changer à tout bout de champ. Et donc, qu'on en arrive à supprimer des sociétés comme ça voudrait dire qu'on a peut-être laissé le temps à ces DG-là de remonter la pente, auquel cas on nous aurait informé, on nous aurait dit attention, telle structure, on vous a positionné là parce que vous êtes là pour redresser, vous êtes là pour faire en sorte que ça puisse marcher. N'oubliez pas, quand c'est la structure, le cas de la Sonacop aussi qui a été dissoute, alors que ça il y a eu beaucoup de plans de relance au niveau de la Sonacop, beaucoup de milliards investis. Ici, on n'a pas assisté à ces mesures-là, cette seconde chance. Donc je pense que c'est quand même un curieux. Peut-être qu'on aura des voix plus autorisées pour nous expliquer s'il y a un temps, il y a eu des plans qui ont été mis en place et qui n'ont peut-être pas abouti et qui n'ont peut-être pas été ventilés. C'est vrai que nous sommes en train de rentrer dans l'autre heure. Rapidement, je vais vous emmener à vous prononcer quand on parle de solutions aux problèmes que nous évoquons en plateau ce matin, notamment la mauvaise gouvernance, la corruption et autres. Le gouvernement qui continue toujours de réfléchir, de trouver des solutions. Que vous inspire la création à la présidence de la République de cette cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations à Akimé Seydou ou c'est un nouvel instrument qui sera beaucoup plus efficace que tous les outils mis en place, la NLC, même la CRIET tout récemment et bien d'autres. Je ne vous laisserai pas en citer suffisamment. Si vous en citez, c'est parce que, il y en a eu qui ont été créés dans la foulée de la gestion des situations à faire remonter. Je crois que c'est peut-être à l'aune des résultats de cette structure, qu'on peut dire si oui ou non, il y avait des raisons de la créer. Parce que je crois qu'à la présidence, il y a quand même suffisamment de structures, il y a quand même suffisamment de numéros verts. C'est plus, il n'y en a plus. Il y a tellement de numéros verts. Souvenez-vous ici, quand on nous a fait état de ce qui est bien, quand vous êtes sur une voie que vous faites interpeller par un agent de la police républicaine et que vous ne comprenez pas, vous avez l'impression qu'on est en train de vouloir on veut vous gruger, il y a un numéro, vous appelez et puis vous portez plainte. Et quand vous allez dans tous les commissariats, le numéro vert existe. Faites un tour dans tous les commissariats, il y a un numéro vert. Autant il y en a aussi pour les actes de corruption. Je ne sais pas. Et là, franchement, je ne sais pas quel va être le TDR, c'est ça, le TDR de cette nouvelle structure qui n'a pas été, ou bien qui n'ont pas été affectés les TDR aux autres qui avaient existé sur le terrain. Parce que quand on en arrive à en créer une nouvelle, c'est qu'il aurait fallu aussi dissoudre les anciennes qui auraient été inefficaces. Si elles n'ont pas été inefficaces, si elles n'ont pas été dissoutes, c'est qu'elles existent encore. C'est qu'il y a encore un numéro vert à la présidence, c'est qu'il y a encore des numéros verts. Donc, franchement, je crois que là encore, ça rejoint l'une des conclusions à laquelle on a abouti lors du premier panel, qu'il faut quand même réajuster. Parce que réajuster n'est pas mauvais. On peut réajuster. On a fait une proposition de solution. Chemin faisant, on s'est rendu compte que bon, voilà, il y a des limites, il faut corriger. On peut trouver une solution beaucoup plus efficace. En arriver à la création à la présidence de la République, alors que le citoyen puisse appeler et dénoncer les faits de corruption. Et ça, juste pour les entreprises publiques, les structures publiques, sur l'efficacité, ça pose problème. Moi, c'est même d'abord la création, avant même pas de l'efficacité. Moi, je parle de sa création. L'efficacité, c'est un instrument de plus. On peut en parler déjà à travers les autres qui ont existé sur le terrain pour voir. Si ça n'a pas été efficace, c'est que bien créer la nouvelle n'aurait pas été la solution. On aura un coordonnateur, à la tête de cette cellule, avec un comité de supervision de 5 membres pour s'occuper des affaires. C'est ce qui est décidé. C'est vrai de quoi s'interroger sur la création, bien entendu, de cette cellule d'analyse et de traitement des dénonciations et plaintes au niveau de la présidence. Mais il y a que, contrairement à Akimé, moi je voudrais ajouter que non,
c'est concernant les entreprises publiques. Ça veut dire que le numéro vert que nous avons, ça concernait, je crois, presque pour tout le monde, aussi bien pour le public que pour le privé. Parce que concernant les policiers, même si vous êtes un particulier qui est en circulation, vous êtes interpellé par un policier que vous estimez que non, en tout cas le comportement du policier va au-delà de ses attributions, ou bien c'est peut-être pour vous gruger et autres, vous pouvez vous plaindre. Ça, on n'a pas besoin de savoir si vous êtes un public, un privé, autre. Non, mais cette fois-ci, il s'agit des entreprises publiques. Donc, c'est bien spécifique. Ça veut dire quoi? Que les autres sont liés à monsieur, madame, tout le monde, mais ceci, c'est particulièrement pour les entreprises publiques où il y a possibilité, oui, de dénoncer quand vous estimez que dans votre entreprise publique ou dans un service public, il y a malgouvernance et que vous ne savez pas à qui vous adresser. Parce que la plupart du temps, c'est aussi ça. Dans le public, on ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce qu'il faut facilement s'ériger en syndicat, alors que le syndicat ne porte pas toujours les dénonciations là où il faut. Et là, vous avez la facilité sous anonymat, parce que le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement a précisé que la déclinaison de l'identité importe peu dans le travail qui est attendu. Parce qu'il se peut, bien entendu, que quand la tête d'un directeur général dans une entreprise ne plaît pas à un collaborateur, il appelle son nom. Il y a qu'on a bien précisé, cellule d'analyse et de traitement. Ça veut dire que les plaintes que vous avez, les dénonciations sont traitées. On ne se dit pas, bon, comme 10 personnes ont appelé pour se plaindre du directeur général Hakime Seydou Ousseni, automatiquement, il faut le donner. Je pense que le mettre qu'on vienne à mettre en place la CPD, la cellule de traitement des plaintes et dénonciations et tout, je pense que la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance est une lutte de tous les temps. De sorte que quand on en vient à prendre d'autres mesures, ça veut dire que les gens essayent toujours de trouver des idées ingénieuses pour pouvoir contourner tout ce qu'on met en place comme batterie de mesures pour qu'il n'y ait pas de mauvaise gouvernance. Donc, oui, la création de la CPD, je pense que c'est une mesure à saluer. Sauf que aussi longtemps que ce sont des êtres humains qui vont être là, coordonnateur, vous l'avez dit. Il y aura un coordonnateur. J'ai mis toujours quelques réserves parce que l'être humain, comme l'a dit le docteur, est faillible. Il n'a pas la science infuse, l'être humain. Et je me dis qu'il faut peut-être voir cette cellule à l'œuvre pour apprécier le travail qui sera fait. On parle de traitement de pleine dénonciation. J'attends de voir qui est-ce qu'on va mettre à la tête parce que moi je me dis, si on veut être efficace... C'est pas qui on veut mettre à la tête qui est le problème, c'est qui va appeler pour dénoncer et comment ça va se faire, comment on réussira à gérer, en tout cas, tous les sujets qui viendront des dénonciations de ci et de ça, je pense que... Est-ce que ça n'ira pas dans tous les sens? Ils ont le temps de traiter. Excusez-moi, et effectivement, trouver des solutions, cela montre la capacité d'adaptation aux phénomènes nouveaux. Parce que l'intelligence, c'est d'abord cela. Deuxièmement, c'est qu'il y a quand même des réserves à l'initiative que je mets facilement. Parce que il peut y avoir des risques d'empilement. Et des risques d'empilement parce qu'il y a eu déjà des structures qui ont été créées. Il faut déjà faire le bilan pour voir ce à quoi ces structures-là ont conduit les acteurs. Et si on ne peut pas s'asseoir et faire un bilan judicieux et susceptible d'entériner, n'est-ce pas, la crédibilité et la pertinence des structures déjà créées, il faut déjà se remettre en cause. Et donc, de mon point de vue, je pense que c'est une bonne chose que de penser à contenir l'élan de corruption et de mauvaise gouvernance. Mais il faut savoir trouver les solutions pour ne pas donner lieu à ce que j'ai appelé l'empilement, le risque d'empilement. Deuxième chose qui me plaît quand même de préciser très rapidement, c'est de faire en sorte que les citoyens qui sont des fonctionnaires puissent avoir tout au moins l'impression qu'il y a un partage équitable des ressources. C'est très important.
n'oubliez pas, j'ai parlé sur ce plateau déjà il y a quelques mois de l'agencéisation de l'État. Et pour montrer comment des agences sont créées, et ça et là, et où les fonctionnaires qui interviennent dans ces agences-là sont quelque peu privilégiés par rapport aux autres. Il faut faire en sorte que tous les citoyens qui sont fonctionnaires puissent avoir accès, dans une certaine mesure, équitablement dans une certaine mesure, aux ressources de l'État. Troisième chose qui me plaît et on va finir avec ça. Pour conclure, c'est que effectivement, le chef de l'État nous a promis que nous aurons affaire à une société où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Et donc, vous avez les yeux ouverts et vous attendez? Tout à fait, comme bon citoyen, il faut attendre et de voir si les fruits vont tenir la promesse des fleurs. Merci beaucoup, merci à vous, Dr Patrick Henou, sociologue, politiste, Wahabali Para, merci également, analyste de Canal 3, merci également de ça, à Kimou Seli, et à vous également, Erwan Parfait Aliamboussou. Merci. On va parler de la communauté de biens. Il faut de la chance d'avoir la possibilité d'aller voir et le fonctionnement de cette... On va avec les fonctionnaires, on va insister pour montrer que c'est public. Ah ouais, mais plus, c'est pas des personnes, c'est pas 3 personnes, c'est plusieurs personnes. Et là, le comité, c'est mettons quoi, 5 personnes. 5. Il y a un coordonnateur qui va chapeauter. Franchement, je veux voir comment ça va. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'une structure est implantée à la présidence qu'elle sera plus efficace. Exactement. Et donc, il faut... Donc pour vous, la solution n'est pas encore là. En tout cas, la solution trouvée n'est pas encore juste. On verra les ouvriers. Tout qu'on fait, le débat est loin d'être terminé sur ce sujet. On va continuer les investigations, les analyses et on reviendra en plateau pour partager le fruit de nos recherches avec la présence des partenaires sociaux sur le plateau, la dissolution du CNDS. Oui, justement. Je crois qu'il va falloir forcément élaborer la décision. Ça va se faire et je pense que si tout va bien mercredi, ce sera le plateau au débat que nous aurons ici. Merci, cher monsieur. Je vous raccompagne avec le pour ou contre de Nagui Balabé qui a posé la question de savoir si les citoyens sont pour ou contre la communauté de biens. Je veux bien recueillir les avis en plateau, mais le temps est complètement parti. Avant de parler de communauté de biens. Allez, on va suivre ça. C'est Armel Bokossa, enseignant, professeur de français. Moi, je suis contre la communauté de biens parce que ça ne protège pas la femme dans notre contexte africain et particulièrement béninois. Parce que dans le mariage, l'homme est le plus enclin aux dépenses. Alors que quand vous faites la communauté de biens et que l'homme doit toujours puiser dedans pour faire les dépenses, bon, quand je parle de dépenses, vous voyez de quoi il s'agit. L'homme en Afrique est un baobab dont l'ombre doit couvrir les familles les plus éloignées et tout ça. S'il doit puiser dans la communauté de biens pour satisfaire tous ces besoins-là, ça lèse un peu la femme. C'est la raison pour laquelle moi je suis contre et je crois que c'est ce qui a guidé aussi le législateur pour qu'il fasse de la séparation de biens le régime de droit commun. Je réponds au nom de Sadiano Sagbo. Vous savez bien, nos femmes intellectuelles, quand il s'agit de communauté de biens, le jour où ils te voient avec une copine sur la voie, vous commencez par traîner au tribunal. C'est en ça, ce n'est pas bien. Je suis pour la communauté de biens. Bon, pour moi, le mariage, d'abord, c'est l'amour. Vous devez vous aimer l'un et l'autre. Et quand on dit l'amour, vous devez tout faire en commun. Donc, ce qui appartient à l'homme appartient à la femme et ce qui appartient à la femme appartient également à l'homme. Moi, je suis pour la communauté des biens. Bon, pour les enfants, bien sûr, parce qu'en cas de divorce des parents, c'est les enfants qui reçoivent plus le coup. Donc, si la communauté des biens, au moment où il y aura divorce, je crois que les deux partenaires sauront comment partager réellement les biens pour que les enfants ne soient pas totalement perdants dans cette histoire de divorce. C'est pourquoi je suis pour. Oui, que je gagne plus ou pas,
puisque mon mari, moi je serai toujours pour la communauté des biens. C'est pour les enfants. Si ça concerne juste les partenaires, d'accord, on peut parler de la séparation des biens. Mais quand il y a enfants, je pense que c'est mieux qu'on aille vers la communauté des biens pour protéger réellement les enfants en cas de séparation surtout. Ouais. Merci. Mais vous savez que généralement l'homme meurt avant la femme. Si l'homme meurt avant la femme, alors que moi on ne peut pas être 13 femmes, et ça veut dire que j'ai des frères derrière. Ça veut dire que si je meurs avant ma femme, ça veut dire que ça veut dire que tout ce que j'ai comme bien là appartient à ma femme. Et je ne suis pas sûr que après ma mort, par exemple, si ma femme va se marier, donc communauté des biens là, ça là c'est absurde. Oui, en effet, il faudrait d'abord que les gens comprennent ce qu'on met dans le mariage. S'ils ne savent pas ce qu'on met dans le mariage, ils ne peuvent pas en effet adhérer à un régime capital qui est le régime de la communauté des biens. En fait, quand on parle de mariage, il n'y a plus de 2 personnes. Il y a une seule personne. Et en raison de cela, il va falloir avoir un seul régime. Un régime qui doit unifier les biens de ceux-là qui ont adhéré au mariage. Donc la communauté des biens, à mon avis, c'est le seul régime qui répond en effet au mariage. À la rigueur, les époux, je vais dire les conjoints, peuvent être amenés à choisir ce qu'on appelle la communauté de biens réduite aux acquêts. C'est-à-dire le bien des époux avant le mariage est différé. Mais après le mariage, tout ce qu'ils auront comme bien est conjugué, est mis ensemble. Donc si éventuellement les mariés ne veulent pas adhérer au régime de la communauté des biens, ils peuvent toutefois modifier ce régime un tout petit peu en allant bien sûr à la communauté des biens réduite aux acquêts. Moi, je m'appelle Assobassou Rock. Pour la communauté des biens, moi je suis contre la communauté des biens. Pourquoi? Parce que il est vrai, on s'aime, mais il faut que chacun ait sa chose à part. Parce que personne ne sait ce que demain réserve. En chemin faisant, l'homme peut faire d'autres enfants dehors. Et voilà, c'était le pour contre avec Naguib Alagoué. Nous allons poursuivre en attendant de retrouver la revue de presse réalisée par Sion Mokanya Siongbon. Revivons l'actualité au cours des 7 derniers jours. C'est une semaine au Bénin. Réalisation Idrissou Boukari. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. La diplomatie béninoise est en pleine croissance. Jeudi 20 janvier 2022, au palais de la Marina, le président Patrice Talon a accrédité de nouveaux ambassadeurs désormais en poste à Cotonou. 8 au total. Ils entendent renforcer la coopération entre leurs pays respectifs et le Bénin dans plusieurs secteurs. Il s'agit des ambassadeurs de la Libye, de la Pologne, de l'Algérie, de la Guinée équatoriale, de l'État d'Israël, de l'Arabie Saoudite, de la Suède et du Canada. Pendant ce temps, les responsables de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin étaient face à la presse. Dans leur viseur, des personnes qui s'adonnent à l'exercice illégal de l'expertise comptable au Bénin. Le phénomène prend de l'ampleur et la nouvelle équipe dirigeante du Conseil de l'ordre veut arrêter la saignée et assainir le secteur. À l'occasion de la conférence de presse tenue jeudi à Cotonou, les hommes des médias ont un droit à des présentations sur les différentes formes d'exercice de la profession comptable, de l'organisation de la profession comptable à titre libéral par l'État et l'exercice illégal de la profession comptable. La zone industrielle de Glodjibé continue de recevoir des visites. Jeudi, c'était au tour des membres des bureaux de la Chambre des notaires et l'Association des sociétés d'assurance du Bénin. Une visite guidée sur le site de 400 hectares en exploitation a permis aux visiteurs d'apprécier l'immensité de ce projet qui constitue une véritable réservoir d'opportunités d'affaires pour les acteurs de la chaîne d'investissement au Bénin.
mars le 11 septembre 2021 la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est clôturée le jeudi 20 janvier 2022. Une session qui a permis d'étudier plusieurs dossiers et la prise de certaines décisions importantes. Au thème des travaux de cette session, le président de la HAC a décerné un satisfecit aux organes de presse béninoises pour avoir fait preuve de professionnalisme dans le traitement des informations. Il les a exhortés à poursuivre sur cette lancée afin que des informations crédibles et vérifiées soient toujours mises à la disposition du consommateur. La cérémonie de clôture de cette session a eu lieu dans la salle de conférence de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à Cotonou. De leur côté, les personnes affectées par le projet de construction de la cité administrative d'Arros-Beta de la commune d'Abomey-Calavi ont retrouvé le sourire. Et pour cause, le gouvernement a commencé le processus de dédommagement et plusieurs dizaines d'acquéreurs de parcelles ont été honorés jeudi. Des chèques leur ont été remis dans les locaux de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. L'actualité est traitée par la rédaction de Canal 3 Bénin et résumée dans le 7 jours au Bénin. Merci à Idrissou Boukari et nous allons poursuivre notre randonnée matinale avec la revue de presse, les parutions du jour, lecture des journaux, le point avec Assion Boukari. Assion, c'est la revue. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Présentation de vœux à la Marina, c'est ce qui fait le gros titre du quotidien Le Matinal qui voit cela sous le signe d'une lutte coordonnée contre le terrorisme. Bénin Intelligent rapporte que l'essentiel des discours a été dominé par les défis sécuritaires et sanitaires que constituent le terrorisme et la Covid-19. Faisant allusion au terrorisme, Patrice Talon s'est réjoui de la décision des chefs d'État de la CEDEAO de consentir de manière concertée les efforts nécessaires pour le combattre de façon durable et efficace. Le chef de l'État a fait également le constat que le terrorisme se nourrit des menaces à la paix et des conflits entre les États. Ajoute le journal quand l'événement du jour relève que le président Patrice Talon assure que si pendant longtemps nos déviances ont eu pour effet de fragiliser l'État, nous avons commencé à inverser la tendance, ce qui permet d'observer désormais partout l'impact de l'action publique au profit de la modernisation du pays. Et parlant du problème sécuritaire, Fraternité se table sur la séance d'échange hebdomadaire du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumbeji, avec les professionnels des médias pour enseigner que face à cette rumeur de désintérêt de la population dans le cadre du concours de recrutement des forces de l'ordre, en raison des attaques djihadistes au nord du Bénin, répandues notamment sur les médias sociaux, le porte-parole du gouvernement apporte des éléments de réponse pour lui. Il s'agirait d'un mélange de raisons car, dit-il, c'est forcément un peu de tout. Que des gens aillent croire que parce que les réseaux sociaux disent que du fait des incursions qu'il y a eu chez nous, il ne faut pas s'engager dans l'armée, c'est leur tort. Vous voulez du boulot, vous aimez le métier des armes, l'État vous offre la possibilité de vous engager. Et si on est patriote, on ne se pose même pas la question, au contraire, c'est en pareille circonstance que les patriotes devraient davantage s'engager. L'autre vision aborde un autre aspect dont il était question au cours des échanges et écrit que Wilfried Léandre Oumbeji clarifie et apporte des précisions sur la composition et fonctionnement de la cellule d'analyse des plaintes et dénonciations. Et s'intéressant aussi à cette séance d'échange, Bénin Intelligent parle d'un autre aspect qu'a abordé Wilfried Léandre Oumbeji, écrit que la réforme du système partisan et du code électoral est l'une des grandes réformes opérées
par le président Patrice Talon au cours de son premier mandat. À partir de cet instant, ce sont les grandes formations politiques à couverture nationale qui peuvent animer la vie politique et gérer le pouvoir d'État. Toutefois, la vocation n'est pas de limiter les partis politiques ou d'interdire de créer les partis, a précisé le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouedji. Et avec l'autre vision, on peut lire qu'autrefois en Lambeau, les opposants au Bénin ont entamé des discussions afin de s'entendre et parler d'une même voix. C'est ce qu'a déclaré leur premier responsable, Paul Rompé, le samedi 22 janvier. Le journal Le Site, qui a rassuré l'opinion publique nationale et internationale de ce que les partis de l'opposition en République du Bénin ont commencé par se parler et envisagent des actions et stratégies communes. Si hier nous ne nous parlons pas aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'on se parle, on se voit et on envisage des actions communes. Dans sa parution, Fraternité revient sur la dissolution des structures budgétivores et mal gérées pour énumérer les maux qui minent ces structures et qui en ont: salaire mirobolant, état financier compromettant, impôts impayés, créances douteuses, complaisance, laxisme sur tous les bords et pour finir, très peu ou presque pas d'impact positif pour le trésor public. Avec des tableaux aussi sombres, il ne fallait pas s'étonner. Depuis quelques jours, excite le CNCB, l'Infosec, le Conseil national du dialogue social, l'ABP et la liste risquent de ne pas s'arrêter là. Et pour cause, il suffit juste, par exemple, selon le journal, de parcourir le rapport de la mission d'enquête parlementaire qui était au CNCB pour se rendre compte de la légèreté qui caractérise la gestion de certaines entreprises et structures étatiques. Inutile de s'étaler de long en large sur les différentes récriminations relevées par les députés, le manque à gagner de l'ordre de 18 milliards enregistrés dans ces structures pour l'État. Le journal ajoute que l'ancienne DG Alimatou Badarou peut aujourd'hui se frotter les mains, incomprise et à tort jugée pour sa gouvernance du CNCB durant les quelques 4 mois de gestion. Elle ne peut que se réjouir de constater que non seulement elle n'a pas été épinglée dans le rapport des députés, mais aussi qu'elle a vu juste en s'attaquant plutôt aux mots qui minaient le CNCB. Fraternité, parlant de la remise du cahier de charges au ministre Emmanuel Georges Georgette, renseigne que 6 bonnes missions sont désormais assignées au ministre spécial du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Il lui est fait entre autres obligation de contribuer à la conception, la mise en œuvre, le suivi et évaluation de la politique générale du ROSCAO en matière de développement, susciter la participation des bailleurs de fonds au financement des projets de développement nationaux et communautaires. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Et voilà, c'est la fin de votre matinale, l'Actu Matin, rendez-vous de ce lundi, et nous bouclons avec la situation qui se complique davantage du côté du Burkina Faso avec ce coup d'état militaire en cours. En tout cas, on reviendra sur cette information en cours de journée et demain matin sur le plateau d'Actu Matin. Nous sommes lundi, très bonne journée à chacun et à tous. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.